Bonjour les amis, nous y voici pour une nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre portant sur la relation fondamentale de la dynamique. Je tiens à rappeler que pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, prière de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification toutefois pour ne pas manquer les nouvelles vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube Digital for Education. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, la relation fondamentale de la dynamique. Il y a quelques rappels à savoir sur ce cours. D'ailleurs même, c'est le principe ou la base des applications de ce que nous avons eu à voir sur le premier chapitre. Je rappelle la cinématique du point matériel. Donc, ce que nous avons appliqué en cinématique du point matériel, nous serons d'une grande utilité ici sur la dynamique. Donc, si tu as oublié tes notions sur la cinématique du point matériel, je te demanderai d'aller suivre mes précédentes vidéos que j'ai fait sur la cinématique du point matériel. Question de te rappeler encore des notions essentielles sur la cinématique du point matériel, car c'est très important et c'est très important, je le rappelle, pour ce nouveau chapitre qui est la relation fondamentale de la dynamique. Alors, au petit 1, nous avons étude des chocs, vecteur quantité de mouvement. La quantité de mouvement traduit la difficulté à modifier le mouvement d'un système. Par définition, la quantité du mouvement P égale à la masse multipliée par la vitesse. Pour tout choc, il y a toujours conservation du vecteur quantité du mouvement P. Étude d'un choc élastique. Je tiens à rappeler qu'il y en a deux chocs, il y a le choc élastique et le choc non élastique ou le choc mou. Là, nous allons commencer avec le choc élastique. Dans un choc élastique, il y a conservation du vecteur quantité de mouvement P et de l'énergie cinétique, soit un point matériel P1 de masse M1, mobile, lancé avec une vitesse V1, vient heurter un autre point matériel, P2 de masse M2. Alors nous allons nous intéresser sur la détermination de vitesse V1' et V2' juste après le choc, respectivement sur la quantité du mouvement P1 et P2. Alors, nous sommes dans une situation où nous avons deux objets avec une quantité de mouvement chacun, respectivement P1 et P2. Après le choc, les deux objets prennent des directions différentes. Je rappelle que lorsqu'il s'agit d'un choc élastique, après l'impact, les deux objets prennent des directions différentes et chacun d'eux est animé d'un mouvement distinct de l'autre, animé d'une vitesse qui est différente de l'autre. Avant le choc, la quantité du mouvement P égale à la masse M1 multipliée par V1. Pourquoi? Parce que le deuxième objet est au repos. Étant au repos, sa vitesse égale à 0. Et l'énergie cinétique avant le choc est égale à 1 demi de M1 fois V1 au carré. Après le choc, nous allons noter cette quantité du mouvement P' est égale à M1 fois V1' plus M2 fois V2'. Et l'énergie cinétique, après le choc, ça devient la somme des énergies cinétiques de ces deux objets-là, qui est égal à 1 demi de M1 fois V1' au carré plus 1 demi de M2 fois V2' au carré. Alors pour un choc élastique, il y a conservation de la quantité de mouvement. Ça signifie que la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité du mouvement après le choc, soit M1 fois V1 égale à M1 fois V1' plus M2 fois V2', tout en sachant que la vitesse V1' et V2', c'est la vitesse des objets après le choc. Il y a également conservation de l'énergie cinétique. C'est ce qui implique que l'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique après le choc, soit 1 demi de M1 V1 au carré égale à 1 demi de M1 V1' au carré plus 1 demi de M2 V2' au carré, soit M1 fois V1 au carré égale
à M1 fois V1' au carré plus M2 fois V2' au carré, nous comprenons qu'on a juste simplifié les 1/2 de part et d'autre au premier membre et au deuxième membre. On les a simplifiés, ça donne le résultat. Voici que, alors, en prenant ces deux relations que nous avons vues en amont, on obtient M1 fois V1 égale à M1 fois V1' plus M2 fois V2'. Et la deuxième relation, c'est M1 fois V1 au carré qui est égal à M1 fois V1' au carré plus M2 fois V2' au carré. C'est notre deuxième relation. Je rappelle que l'objectif ici, c'est la détermination des vitesses V1' et V2'. Qu'allons-nous faire? Nous constatons que là, nous avons bien les termes qui se ressemblent. Il y a M1, V1 au carré, et puis de l'autre côté également, nous avons la présence de M1. Donc, on peut les mettre ensemble, question de les factoriser, ce qui implique on aura M1, V1 moins M1, V1'. Si on met ça en facteur, ce qui implique on aura M1 facteur de V1 moins V1' au carré, qui va donner M2 fois V2'. On fait de même ici, ce qui donne M1 facteur de V1 plutôt au carré, moins V1' au carré, qui est égal à M2 fois V2' au carré. Alors là, on constate qu'avec la deuxième relation factorisée, il y a une identité remarquable, celle que nous avions vue dans les classes précédentes. Je rappelle que là, tu es en terminale. Donc, une fois arrivé en terminale, tu as tout un amas des notions. Je rappelle que l'identité remarquable, c'est A carré moins B carré qui est égal à facteur de A moins B, facteur de A plus B. Donc, je te rappelle, c'est ce qui donne M1, facteur de V1 moins V1', facteur de V1 plus V1' qui est égal à M2 fois V2'. Alors, en faisant le rapport de ces deux relations que nous avons obtenues, ça donne V1 plus V1' qui est égal à V2'. Parce que les termes là vont se simplifier. Voici que nous allons obtenir ce résultat. Nous allons noter ça la troisième relation. On va cette fois-ci s'intéresser à la première relation pour remplacer la troisième dans la première. Et donc, si on remplace la troisième relation dans la première, on obtient ce qui suit, M1 fois V1 qui est égal à M1 fois V1' plus M2 fois V2', ce qui implique que M1 fois V1 qui est égal à M1 fois V1' plus M2 facteur de V1 plus V1'. Voilà. Ici, nous constatons une chose que on peut factoriser bien évidemment. Et donc là, le M de la peut multiplier. Voici que ça donne ce qui suit M1 fois V1 qui est égal à M1 fois V1' plus M2 fois V2' plus M1 fois V1'. Là, on constate qu'on a M1 fois V1. Là aussi, au deuxième membre, il y a la présence de V1. On peut le mettre ensemble, question de factoriser V1. Voici ce qui donne V1 facteur de M1 moins M2. Et de l'autre côté, on factorise V1', on le met en facteur, ce qui donne V1' facteur de M1 plus M2. Là, on constate qu'il y a quelque chose d'assez cohérent que nous pouvons déjà constater. Si vous pouvez le remarquer avec moi, qu'il y a déjà la présence de V1' qu'on peut déterminer. Donc, en tirant V1', ça donne M1 moins M2 sur M1 plus M2 multiplié par V1. Je rappelle que la vitesse V1, c'est la vitesse de l'objet A ou l'objet 1 avant le choc. Parce que c'est le premier objet qui est animé d'une vitesse et l'autre est au repos. Donc cette vitesse est censée ou supposée être connue. Ce n'est pas donc déjà une inconnue. Alors, facilement, on peut déjà aller voir que V2, on remarque si on remplace l'expression de V1 au niveau de la première relation, ça donne ça. Ça va donner V2' sera égal à 2M1 sur M1 plus M2
multiplié par V1. Alors, à la remarque, vous devez savoir une chose, que si la masse M1 est largement supérieure à la masse M2, alors la vitesse V1' devient égale à la vitesse V1. Et la vitesse V2' devient égale à 2 fois la vitesse V1 si la masse M1 est largement inférieure à la masse M2. Et donc la vitesse V1' devient l'opposé de celle de V1. Et donc la vitesse V2' s'annule en ce cas. Et si les deux masses sont égales, alors la vitesse V1' en ce moment-là s'annule et la vitesse V2' devient égale à la vitesse V1 de départ. Au petit 2, nous allons nous intéresser à l'étude d'un choc inélastique, oui, le choc mou, communément appelé par le choc mou. Alors, soit un point matériel P1 de masse M1, mobile, lancé avec une vitesse V1, vient heurter un autre point matériel P2 et de masse M2 immobile. Détermination des vitesses V1' et V2' juste après le choc, respectivement sur P1 et P2. Alors, pour un choc inélastique, nous devons noter ceci, c'est que les deux points matériels ont même vitesse après le choc, c'est-à-dire que V1' égale à V2' égale à une vitesse V. Pourquoi ceci? Parce qu'après le choc, les deux corps restent collés. Donc la différence entre le choc élastique et le choc mou, c'est qu'avec le choc élastique, après l'impact, les deux objets prennent des directions différentes, ce qui implique les vitesses différentes. Avec le choc mou, les deux objets restent accolés, restent ensemble et forment un seul système, ce qui fait en sorte que les deux soient entraînés avec une même vitesse. Alors avant le choc, on a la quantité du mouvement P qui est égale à la masse M1 multipliée par la vitesse V1. Et après le choc, la quantité du mouvement P' devient égale à M1 fois V1' plus M2 fois V2'. Et donc là, nous avons dit que la vitesse V1' et V2' sont égales. On peut donc les remplacer par la vitesse V. Si on le remplace par V, ça donne ceci. On peut le factoriser. Alors, il y a conservation du vecteur quantité de mouvement. Donc, avec le choc mou, ce qui se conserve ici uniquement, c'est que la quantité du mouvement. Et donc, on ne parlera même pas de la conservation de l'énergie cinétique. Et donc, en égalant les deux expressions, ça donne ce qui suit M1 fois V1 qui est égal à facteur de M1 plus M2 multiplié par V. L'idéal ou l'objectif ici, notons que c'est de déterminer la vitesse d'entraînement après le choc ou après l'impact. Donc là, on s'intéresse à déterminer la vitesse du système après le choc. Cette vitesse c'est V. En tirant V, ça donne M1 fois V1 sur M1 plus M2. Alors, au petit 2, nous allons examiner cette fois-ci la relation fondamentale de la dynamique, abrégée par RFD. Dans un référentiel galiléen, la deuxième loi de Newton énonce que la variation temporelle de la quantité de mouvement d'un système est égale à la résultante des forces qui s'appliquent sur ce système, soit la dérivée de la quantité du mouvement par rapport au temps est égale à la somme de forces appliquées au système. Et donc, nous allons examiner la conséquence de cette loi fondamentale de la dynamique. Cette conséquence entraîne la première loi de Newton, qui est appelée par le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, un système isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc la première loi de Newton en mécanique classique stipule que dans un référentiel galiléen, un système isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Alors la deuxième loi de Newton au théorème de centre d'inertie, TCI, je rappelle que c'est ce qui fera l'objet des applications de principes de la dynamique. Et donc même, c'est le théorème de base en
en dynamique du point matériel, très essentiel, et donc c'est une obligation de retenir. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un point matériel est égale au produit du vecteur accélération et de la masse du point matériel. Ceci dit, on a la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. En effet, la dérivée de la quantité du mouvement par rapport au temps, on remplace la quantité de mouvement par son expression, la masse fois la vitesse, ça donne la dérivée de la masse fois la vitesse par rapport au temps, qui est égale à la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Je tiens à rappeler que sur le cours précédent, portant sur la cinématique du point matériel, nous avons vu que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à l'accélération. Force est de constater que cette expression aboutit finalement à la masse multipliée par l'accélération. En un mot, si je résume, donc le principe ou le théorème du centre d'inertie stipule que la somme de forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse fois l'accélération, en un mot. Et donc, à retenir pour toi qui veux exceller et percer cette année. Alors, au petit 3, nous avons la troisième loi de Newton, qui est encore rappelée par le principe des actions réciproques ou encore le principe des actions mutuelles. Si un système A exerce une force F de A par rapport à B sur un système B, alors le système B à son tour exerce une force F de B par rapport à A sur le système A de même intensité ayant la même direction mais des sens opposés. Et donc ici, vectoriellement, nous avons la force de A par rapport à B égale à moins la force de B par rapport à A. Je rappelle et je tiens à rappeler que c'est vectoriellement. Sinon, en module, les deux forces ont la même intensité, c'est-à-dire que la force F de A par rapport à B est égale à la force de B par rapport à A. Alors, je vais vous randonner très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais traiter les exercices concernant cette partie du cours, parce que après ceci viendra les applications des principes fondamentaux de la dynamique. Donc, à très bientôt, nous allons nous revoir pour des nouvelles vidéos où je vais détailler point par point les différentes parties des applications de ces différents principes que nous venons de voir. Je vous assure que ce sont des vidéos à ne pas manquer parce que c'est le rendez-vous à l'examen, les chers amis.